Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des pergolas. Plus précisément, les pergolas en aluminium. Bonjour, oui, un sujet très intéressant. L'idée, c'est de comprendre comment choisir la bonne, celle qui sera parfaite pour un espace extérieur donné. On va s'appuyer sur un guide assez complet pour ça. Exactement. Notre mission, donc, décrypter un peu tout ça, technique, design, aspect pratique. Le but, aider à faire un choix vraiment éclairé, adapté aux besoins, à l'environnement de chacun. On va regarder ça ensemble? Tout à fait. Et c'est important, je crois, de bien saisir les spécificités de l'alu. Ah oui, Oui, et puis comment les différentes options, les lames, l'évacuation d'eau, tout ça joue sur le confort final et sur la durée de vie aussi. bien sûr, c'est tout un ensemble. Voilà, plusieurs facteurs à considérer. Parfait. Bon, alors, commençons par la base. Pourquoi l'aluminium? Pourquoi ça marche si bien pour les pergolas? Mhm. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est l'entretien. Ou plutôt, le manque d'entretien. Oui, c'est un gros avantage, comparé au bois par exemple. Ah oui, le bois. Fini le ponçage, la lasure tous les ans. Exactement. Pas de traitement fongicide non plus. C'est une tranquillité d'esprit quand même. Clairement. Ensuite, sa légèreté. Le guide donne un chiffre là, Oui, environ 3 fois plus léger que l'acier. Ça paraît technique comme ça, mais mais ça simplifie beaucoup de choses, le transport déjà. voilà. Et surtout l'installation sur place. Moins de contraintes sur la terrasse, le support. Bien sûr, la structure porteuse est moins sollicitée. Et puis, il y a la robustesse, la longévité. Fondamental. L'aluminium résiste naturellement à la corrosion, à la rouille. Il ne craint pas l'humidité, les UV. Non, ni les changements de température. C'est fait pour durer dehors des décennies. Et un point de plus en plus important, l'écologie. Hmm. L'aluminium est 100% recyclable. À l'infini sans perdre ses qualités. Et son recyclage consomme beaucoup moins d'énergie que la production initiale. C'est un point fort. Donc un choix, on peut dire plus durable. Oui, tout à fait. Et enfin, le look, le design. Ah, l'esthétique. L'aluminium permet une liberté de forme, de finition, c'est assez incroyable. Oui, des profilés très fins, des lignes épurées. Plein de couleurs, différentes textures, lisses, sablées, même imitation bois. Oui, des imitations parfois très réussies. Ça s'adapte vraiment à tous les styles. Classique ou très moderne. Donc si on résume cette première partie, l'alu, ça coche pas bande de cases. On peut dire ça. Peu d'entretien, facile à manipuler, résistant. Plus écolo et très flexible niveau design. C'est un peu le couteau suisse pour les pergolas, quoi. Un investissement sur le long terme. C'est une excellente synthèse. Maintenant, si on veut creuser un peu, faut parler de la qualité de l'alu lui-même. Ah, ce n'est pas juste de l'aluminium pur. Non, non, l'alu pur serait trop mou en fait. On utilise des alliages. Des alliages, c'est-à-dire? Un mélange précis d'aluminium avec d'autres métaux. Pour optimiser ses propriétés justement. D'accord. Et pour les pergolas, c'est quoi l'alliage type? On choisit généralement un alliage qui offre un bon compromis entre la résistance mécanique, sa solidité quoi, Mhm. et sa malléabilité, sa capacité à être façonné, extrudé dans des formes complexes. Ok. Et niveau solidité, ça donne quoi concrètement? Le guide parle de résistance à la traction. Oui, jusqu'à 250 mégapascales pour certains alliages courants dans ce domaine. 250 mégapascales. Euh, Ça représente quoi pour ma pergola dans le jardin? Bonne question. Pour simplifier, c'est une résistance comparable à certains aciers de construction, Ah oui. mais avec un matériau beaucoup plus léger. Donc, concrètement, ça veut dire que la structure peut supporter des charges importantes. Comme le vent, la neige. Exactement, sans se déformer, sans céder. Ça assure la stabilité, la sécurité sur le long terme. Ok, c'est plus clair. Donc, le matériau brut est performant, mais l'aspect final, la couleur, la texture, et aussi la protection supplémentaire, ça vient des finitions. Tout à fait. C'est là que ça se joue, pour l'aspect et la protection de surface. Le guide en détaille deux principales. Oui. C'est un traitement de surface électrochimique. On crée une couche d'oxyde d'aluminium très dure. Une couche ajoutée, Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est une transformation de la surface du métal lui-même. intégrée. D'accord? Et l'avantage? Ça préserve l'aspect métallique naturel de l'alu, souvent avec une finition satinée ou brossée, Ah, j'aime bien cet aspect brut. et ça renforce énormément la résistance à la corrosion, à l'usure, aux UV. Et ça dure longtemps, ce traitement? Oui, c'est l'une des finitions les plus durables. On parle de 20, 25 ans, voire plus, sans problème, Pas mal. avec un entretien vraiment minimal.
C'est top pour ceux qui aiment ce look métal moderne et veulent une durabilité max. Par contre, Oui. le choix de couleur est plus limité qu'avec l'autre option, Qui est? la peinture électrostatique, Hmm. plus connue sous le nom de thermolaquage. Ah oui, le thermolaquage, ça me dit quelque chose. Là, c'est différent. On projette une peinture en poudre, très fine, sur la pièce en alu. Ah, une poudre. Oui, chargée électriquement, elle est attirée par la pièce et se dépose partout, de façon très uniforme, même dans les coins. Malin. Ensuite, hop, au four. Ah, À haute température, environ 200 degrés. La poudre fond, polymérise et forme un film de peinture très résistant. et là j'imagine, le gros avantage, c'est les couleurs. Exactement. Le thermolaquage, c'est la liberté quasi totale. Toutes les teintes RAL, des finitions spéciales, Texturé, sablé. oui, métallisées, et même les fameuses imitations bois, qui peuvent être bluffantes de réalisme. Et niveau résistance, ça tient la route aussi. Très bien. L'adhérence est excellente, ça résiste bien aux UV, aux rayures, la durabilité est là aussi. Combien de temps à peu près? Pour des labels de qualité reconnus comme Calicote ou Calimarine, on estime une bonne tenue des couleurs pendant 15 à 20 ans, sans décoloration majeure. Ok, donc, si je résume, anodisation, c'est look métal naturel, hyper durable, mais moins de choix de couleurs. C'est ça. Thermolaquage, c'est couleur à gogo, plein de finitions, et ça reste très performant. Voilà, c'est un peu cet arbitrage. Le style de la maison peut aider à choisir aussi. Ah oui, comment ça? Une maison très contemporaine, ligne pure, l'anodisation peut être magnifique. Mhm, Pour une rénovation ou une maison plus classique, la palette de couleurs du thermolaquage permet de trouver l'harmonie parfaite. très clair. Super. Bon, on a une belle structure, bien finie. Maintenant, le confort. Comment on gère le soleil, la chaleur sous cette pergola? C'est crucial, oui. Parce que c'est bien beau, mais si on cuit dessous l'été... Fameuse lame orientable. Ah, les lames qui bougent. Exactement. Elles forment le toit et peuvent pivoter sur leur axe. Jusqu'à combien? Ça dépend des modèles, mais souvent 120 degrés, parfois même 160. Pas mal. Et ça permet quoi, cette rotation? Un contrôle très précis de l'ensoleillement. On peut ouvrir à fond pour laisser passer le soleil, Ok. fermer complètement pour l'ombre ou contre la pluie, Oui. incliner juste ce qu'il faut. Pour avoir une ombre légère, laisser l'air circuler. Voilà. Créer une ombre tamisée, favoriser la ventilation naturelle. Et on les bouge comment, ces lames? À la main? Il y a des systèmes manuels, oui, avec une manivelle souvent. C'est plus économique. Mais Mais le plus confortable et le plus courant maintenant, c'est la motorisation. télécommande? Oui, ou même appli smartphone. Certains systèmes ont des capteurs soleil ou pluie pour un ajustement auto. Ah, ça c'est pas mal. La pergola qui gère toute seule. C'est l'idée. Ça suit la course du soleil, ça adapte l'ambiance sans qu'on ait à y penser. Top. Et cette gestion par les lames, elle est encore plus efficace si on pense bien à l'orientation de la pergola elle-même. L'orientation de la structure. Oui, c'est un point souvent un peu oublié, mais c'est super important. Alors, quelle est la meilleure orientation? Souvent, on recommande une orientation avec les lames parallèles à la façade de la maison et orientée nord-sud, Nord-sud. Pourquoi? parce que ça permet de bloquer efficacement le soleil quand il est haut, en été, au zénith, Ok. tout en laissant entrer la lumière et la chaleur du soleil quand il est plus bas en hiver. Et ensuite, les lames permettent d'affiner tout au long de la journée. Logique. Mais si ma terrasse est plein ouest, le soleil de fin d'après-midi là, Ah, le soleil rasant de l'ouest. Dans ce cas, une orientation des lames perpendiculaire à la façade, donc est-ouest, peut être plus maligne. pourquoi? Elle sera plus efficace pour bloquer ce soleil bas le matin et le soir. Faut vraiment regarder l'exposition de l'endroit heure par heure. D'accord, c'est du sur-mesure en fait. Complètement. Et au-delà des lames et de l'orientation, il y a d'autres choses pour le confort. Comme quoi? La ventilation naturelle. Quand les lames sont un peu ouvertes, ça crée un effet venturi qui aide à évacuer l'air chaud. Ah oui. Et pour une protection totale, on peut ajouter des stores verticaux sur les côtés. Motorisés aussi souvent, d'une petite pluie de côté. Et puis pour l'intimité aussi. Pas bête. C'est fou comme tout ça se combine. Orientation, lame, store. Oui, c'est un système complet. On crée un vrai microclimat personnalisable en fait. C'est plus qu'un simple toit. C'est exactement ça. Une bonne pergola bioclimatique, ça permet vraiment de profiter de sa terrasse ou de son jardin beaucoup plus longtemps, dans la journée et dans l'année. Ok, on a géré le soleil, la chaleur, mais... Et la météo plus musclée? La neige, le vent fort, la grosse pluie, ça tient ces structures en alu? Oui, et c'est un critère de conception hyper important pour les fabricants sérieux. Prenez la neige. Oui.
Une pergola alu de qualité, elle est calculée pour supporter une charge, généralement entre 60 et 80 kg par mètre carré. Ça fait beaucoup de neige, ça, hein? Ça correspond déjà à une bonne couche de neige fraîche, oui. Et si on est en montagne où il neige vraiment fort, Alors là, les fabricants proposent souvent des structures renforcées, c'est-à-dire? des profilés plus épais ou moins d'espace entre les poteaux, pour augmenter la résistance. Et puis il y a l'évacuation de l'eau de fonte qui est prévue. D'accord. Et le fait de pouvoir entrouvrir un peu les lames peut aussi aider à éviter que ça s'accumule trop. Et le vent? L'alu, c'est léger, on a dit. Ça résiste bien? C'est un autre point fort, grâce à la rigidité des profilés et surtout Oui. à la qualité des fixations au sol. C'est crucial ça. Des platines bien vissées sur une dalle béton, des plots dédiés. Et ça résiste jusqu'à combien? Certains modèles sont testés et certifiés pour des vents jusqu'à 180 km/h, voire plus parfois. 180 km/h, c'est énorme. C'est énorme. C'est de la tempête là. Absolument. C'est la conception globale qui permet ça. L'épaisseur, la forme des profilés, la robustesse des assemblages. Et les fixations au sol, donc. Indispensable. C'est pour ça que la pose par des pros est vraiment recommandée. Ils s'assurent que tout est bien ancré, bien dimensionné. Ok. Et la pluie, si je veux rester dessous quand il pleut des cordes. L'étanchéité, c'est un critère majeur. Quand les lames sont fermées, leur forme fait qu'elles s'emboîtent bien. Souvent avec des joints pour parfaire l'étanchéité. Et l'eau, elle va où? Ah, le système de drainage. Très important. L'eau est collectée dans des gouttières intégrées tout autour, Ok. puis elle est canalisée à l'intérieur des poteaux. Et elle sort au pied de la pergola. C'est invisible et efficace. Malin. Et il y a une pente. Oui, une légère pente intégrée dans la conception pour que l'eau s'écoule bien. Donc, même sous une averse, on reste au sec. Normalement, oui. Si la pergola est bien conçue et bien posée. D'accord. Et ça m'amène à un conseil important, Saos. Choisir une pergola certifiée. Certifiée. Oui, avec des certifications comme celle du CSTB en France, qui prouvent ses performances face au vent, à la neige, à la pluie, selon les normes de la région où on l'installe. Ah, c'est important ça. Oui, et bien regarder les garanties aussi. Sur la structure, la peinture, le moteur. C'est un gage de sérieux. Ça montre bien qu'il faut adapter le produit au contexte local. C'est rassurant de savoir que c'est pensé pour résister. Bon, ça nous amène à l'entretien. On a dit au début facile. C'est quoi facile concrètement? Ah bah là, Ah non, vraiment pas, hein. L'entretien de l'alu laqué ou anodisé, c'est super simple. alors, 2 ou 3 fois par an, un petit nettoyage. Un peu plus si on est en bord de mer ou dans une zone polluée. et comment on nettoie? De l'eau tiède avec un savon doux, genre savon de Marseille ou du produit vaisselle neutre. Et on frotte avec quoi? Une éponge douce, un chiffon non abrasif. On nettoie, on rince bien à l'eau claire pour enlever le savon. Et c'est tout? Sérieux? Juste ça? Oui. Il y a des trucs à éviter absolument? Oui, surtout. Pas de nettoyeur haute pression trop près ou trop fort. Ça peut abîmer le laquage, les joints. D'accord. Et pas de produits abrasifs, genre poudre à récurer, éponge qui gratte. Type Scotch-Brite? Voilà. Ni de solvant fort, acétone, white spirit, ni de produits très acides ou très basiques. La douceur, c'est la clé. Ok. Et à part ce nettoyage, d'autres vérifications à faire? Une petite inspection visuelle 1 fois par an, c'est bien. On regarde quoi? Les fixations au sol, voir si rien n'a bougé. Vérifier que les gouttières et les évacuations dans les poteaux ne sont pas bouchées par des feuilles. Mhm. Regarder l'état des joints entre les lames, s'il y en a. Et s'assurer que les lames fonctionnent bien, manuelles ou motorisées. Ça prend 5 minutes. Et s'il y a un moteur, justement, entretien spécifique? En général, non. Les moteurs d'aujourd'hui sont faits pour être sans entretien. Ah bon? Il suffit de suivre les conseils du fabricant. Parfois vérifier une connexion électrique si c'est accessible. Très rarement, une petite lubrification si c'est indiqué. Mais la plupart du temps, rien à faire sur le moteur. Impressionnante simplicité. Oui. Et c'est intéressant de comparer ça avec d'autres matériaux. Le guide le fait bien. Ah oui, pour le nettoyage. Alu 2-3 fois par an. Le bois qui accroche plus la saleté, les mousses, c'est plutôt 4 à 6 fois par an. Et le PVC, Entre les deux, 3-4 fois par an. Mais la grosse différence, c'est quoi? ce sont les traitements spécifiques. L'alu et le PVC, aucun traitement à faire dans le temps. Et le bois? Ah, le bois. L'azur, peinture, huile, traitement anti-champignons, anti-insectes. Régulièrement. Oui, tous les 1 à 5 ans, ça dépend du bois et de l'exposition, pour qu'il reste beau, mais surtout pour le protéger du pourrissement des insectes. C'est une contrainte, ça. Et un coût aussi. Exactement. Non négligeable. Et ça se voit sur la résistance aux petites bêtes et sur la durée de vie, j'imagine. Tout à fait. Alu et PVC, c'est résistant aux moisissures, aux insectes. Le bois, mal entretenu, il est sensible. Du coup, ça dure combien de temps en moyenne?
Le guide estime plus de 25 ans pour une bonne pergola en alu. 25 ans et plus. Oui, contre 15-20 ans pour le PVC et seulement 10-15 ans pour le bois. Ah oui, quand même. Bon, pour le bois, ça dépend beaucoup du type de bois et de l'entretien, bien sûr. Un pin traité, c'est pas un bois exotique. Ok. Donc, l'alu, c'est peut-être plus cher à l'achat, Souvent, oui. mais sur la durée, avec moins d'entretien et une vie plus longue, ça s'amortit. C'est exactement ça. C'est souvent le meilleur calcul sur le long terme. Qualité, prix, durabilité, tranquillité. C'est un investissement dans le temps et le confort. Précisément. Parfait. Bon, on a fait un bon tour d'horizon là. Technique, options, avantages, entretien. Essayons de synthétiser pour aider au choix final. Mhm. Si quelqu'un nous écoute et se dit « Ok, l'alu c'est pour moi, mais je prends laquelle ?» C'est quoi les points clés à vérifier? Alors, premièrement, et c'est la base, bien définir ses besoins. Et analyser l'endroit. Oui, l'usage principal. C'est pourquoi faire. Un coin salon, manger dehors, protéger l'entrée, couvrir un spa. Quelle est l'exposition au soleil, au vent, le climat local, pluie, neige, chaleur? Faut partir de là. La qualité, pas juste regarder le prix. Très important. Choisir des fabricants reconnus, des alliages de qualité, des profilés assez épais pour la rigidité, surtout si c'est grand. Les normes techniques. Oui, vérifier que la pergola respecte les normes de la région. Pour le vent, la neige, les certifications dont on parlait, c'est la sécurité. Et pour les assurances aussi. Et quatrièmement, L'esthétique. Faut pas oublier que ça va se voir. absolument, ça devient un élément important de la maison, du jardin, Choisir un style, une couleur, une finition, qui va bien avec le reste. et qui plaît pour longtemps. C'est une très bonne synthèse des critères. Le guide propose d'ailleurs une démarche en 6 étapes pour aider. Ah oui. Vas-y. Première étape. Définir l'usage principal. Qu'est-ce que je veux faire dessous? Ça va guider la taille, les équipements. Logique. 2. Mesurer l'espace, déterminer les dimensions. Longueur, largeur, hauteur. Faut que ce soit pratique et bien proportionné. 3. Analyser l'exposition solaire et la météo locale. Pour choisir la bonne orientation et voir si on a besoin d'options comme les stores. 4. Choisir entre lame fixe ou orientable, bioclimatique ou pas. Les fixes, c'est plus simple, moins cher. Les orientables, c'est le top du confort et de la polyvalence. Question de budget et d'attente. 5. Sélectionner la finition. Couleur, texture. Et les accessoires, lumière LED, chauffage, prise, capteur météo. Et la dernière étape, 6. Consulter un pro C'est fortement recommandé. pour valider la faisabilité technique. Les fondations, les fixations. Exactement. Pour avoir des conseils personnalisés sur le modèle, les options. Et bien sûr, pour avoir un devis précis, fourniture et pose. Ce processus en 6 étapes, c'est super clair. Ça donne une vraie feuille de route pour choisir sa pergola alu. Oui, ça structure bien la réflexion. On a fait le tour, je pense. L'information essentielle est là. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment détaillé. Avec plaisir. C'était passionnant de décortiquer tout ça. Une dernière pensée peut-être? Oui, peut-être une réflexion à emporter. Au-delà de la technique, de la fonction, de la durée de vie. Comment elle va s'intégrer? Voilà comment elle va redéfinir cet espace extérieur. Pas seulement visuellement, mais dans la façon dont on va le vivre, l'habiter au quotidien. Une extension de la maison en quelque sorte. Exactement. C'est la création d'un vrai lieu de vie en plus, à ciel ouvert. Ça dépasse les spécifications techniques, ça touche à l'art de vivre dehors.